La prochaine conférence où on va accueillir Marc Atala dans quelques instants. Alors, Marc Atala est le directeur de la Maison d'Ailleurs à Yverdon. Il est aussi le directeur du Numeric Games Festival qui a lieu chaque année au mois d'août. Et puis, aussi, voilà, il cumule pas mal de choses. Il est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Et puis aujourd'hui, il va nous amener dans un univers tout à fait surprenant. On a parlé tout à l'heure de numérique. Ben voilà, lui, il va nous offrir un regard tout à fait particulier en abordant la famille à l'ère de la déconnexion ou comment retrouver le lien humain. Voilà. Peut-être des mots que vous n'avez pas l'habitude de voir ensemble ou qui vous paraissent contradictoires. Lui, il va vous montrer comment, justement, ça peut être un lieu, un univers, justement, pour reconstruire du lien. Voilà. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Atala et je vous laisse la parole. Voilà, bonjour à tous, merci pour l'introduction. Désolé, on a couru dans tous les sens, on a eu des problèmes techniques, comme quoi le titre de ma conférence de ce matin est assez pertinent. Voilà, lorsqu'on a préparé cette journée, ou plutôt lorsque j'ai discuté avec Xavier pour savoir de quoi on allait parler, une des choses qui m'intéressait, c'était de pouvoir parler de la question de la famille à l'ère de la déconnexion, ou plutôt de cette idée qu'on entend assez fréquemment aujourd'hui, selon laquelle, en fait, nos liens, les liens humains entre chacun d'entre nous seraient distendus par le numérique, ou en tout cas interrogés par le numérique, ou du moins mis en péril parfois par le numérique. On entend souvent les mêmes types de remarques, les mêmes types de reproches qui sont faits aux nouvelles technologies. Et il s'avère qu'il y a quelques années de cela, en 2016, enfin 15, j'avais imaginé un festival qui s'appelle Numeric Games, qui depuis a lieu chaque fin du mois d'août, qui à la fois allait célébrer les nouvelles technologies, et quand je parle de célébrer, c'est plutôt montrer la diversité et la créativité qui ont lieu dans ces nouvelles technologies, et en même temps de pouvoir proposer vraiment un festival, c'est-à-dire un lieu ou un espace-temps particulier dans lequel les gens, en fait, déambulent, sont en famille, entre amis et autres, et ne sont pas du tout dans une sorte de capsule séparée les uns des autres, comme on peut l'imaginer parfois, quand on pense au numérique, au téléphone portable, ordinateur portable, ce sentiment qu'on est isolés les uns des autres. Alors là, il me semble que vous vous tenez relativement chaud, puisque vous êtes bizarrement très proches les uns des autres. Mais on a un peu cette image parfois du numérique, c'est-à-dire de quelque chose qui nous isole. On n'a qu'à prendre le train, le bus. Dans les files d'attente aussi, on a l'impression que tout le monde est focalisé sur son téléphone portable et passe un temps relativement incroyable à s'y intéresser, voire, chose quand même toujours assez aberrante quand on y réfléchit, à sourire devant son écran. Vous avez déjà remarqué à quel point vous souriez devant un écran de pixels, et de trouver très bizarre que quelqu'un à côté de vous parle. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'un être humain à côté de vous commence à vous parler, en particulier si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, on a tendance à trouver ça étrange. Par contre, on ne trouve pas étrange de sourire bêtement devant nos écrans de téléphone portable. Et donc, une des choses, ou une des valeurs, disons, sur laquelle j'étais parti à l'époque, c'était de me dire, est-ce qu'il est possible de trouver une manière de lutter contre l'isolement, ou plutôt de proposer quelque chose dans laquelle la question d'isolement se pose autrement. Et c'est pour ça que l'idée d'un festival, puisque dans un festival c'est assez rare, sauf quand on recherche l'âme sœur, qu'on soit tout seul, en règle générale, dans un festival, on va entre amis, justement en famille ou autre, dans une atmosphère où on est tout sauf isolé. Et je m'étais dit, tiens, est-ce que cet isolement pourrait provenir d'autre chose que simplement de la nouvelle technologie ou de la technologie elle-même, mais d'autres types de modalités. Une autre chose qui me paraissait assez importante à travailler, c'était la question de l'écran. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écran, ce qui est d'ailleurs assez surprenant parfois, c'est-à-dire que les parents passent un temps incroyable devant l'écran, mais sont inquiets quand leurs enfants passent du temps devant l'écran. Alors, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les parents sont censés être des modèles pour leurs enfants,
Et donc, si le modèle, il regarde la télévision, l'enfant, il va vouloir faire quoi? Regarder la télévision. Et s'il n'a pas compris ça, l'enfant, qui est quand même son seul moyen de survie ou un de ses seuls, ça risque d'être embêtant. Alors aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup. Combien de temps un enfant doit-il regarder la télévision par jour? Évidemment, on a une sorte de dose de culpabilité s'il dépasse ce temps moyen, qui est un temps impossible. Hein, je veux dire, la plupart des temps qu'on entend sont impossibles à tenir. Alors ça nous inquiète, et je m'étais dit, tiens, est-ce que vraiment la question c'est l'écran? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Autrement dit, si face à cet écran, dans une société de l'image, où il serait peut-être pas mal d'éduquer l'enfant de telle manière qu'il soit capable de décoder cette société de l'image. Je suis effaré de voir, par exemple, encore aujourd'hui, comment ça se fait que des jeunes gens nés dans une société de l'image comme nous, entre 20 et 30 ans, croient dur comme fer que les images qu'ils voient dans les magazines, etc., n'ont pas été retouchées 25 fois par Photoshop avec 15 filtres, alors que vous êtes capable de faire ça sur Instagram. Autrement dit, comment on va être capable de décrypter ce qui se passe dans l'écran? Autrement dit, est-ce que l'écran peut être le passage vers quelque chose d'autre, par exemple une critique ou une réflexivité quand on est adulte, ou est-ce qu'il fait forcément écran, alors sans mauvais jeu de mots, à l'autre? Hein, si un enfant est hypnotisé par un écran et qu'il ne vous répond pas, est-ce qu'il a... on s'inquiète un peu en disant, voilà, il est addict tout de suite, mais on pourrait s'interroger un petit peu sur ça, et je m'étais dit, tiens, peut-être que c'est le contenu de l'écran qui peut être intéressant, et ça faisait partie, là je vous parle de quelques valeurs au cœur même du Festival Numérique Games, pour après vous proposer une réflexion là-dessus. L'autre chose, évidemment, les réseaux sociaux, qui est un sujet un peu épineux, puisque déjà, il y a quand même énormément de situations dramatiques en âge scolaire, on peut penser au harcèlement scolaire, etc. Et je ne sais pas si vous avez déjà des enfants et si vous leur avez offert un téléphone portable, et si vous vous êtes dit au moment où vous avez offert un téléphone portable, je suis en train d'offrir une prison à mon enfant. Je ne pense pas que vous vous êtes dit ça, sinon vous ne le faites pas. Ou alors vous êtes vraiment malveillant et vous ne vouliez pas de cet enfant. Mais techniquement, on va lui offrir, alors pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, éviter l'ostracisme scolaire, etc., etc. Mais de fait, on lui offre quelque chose qui nous emprisonne, nous, déjà, et on pense que nos enfants vont être meilleurs que nous de lutter contre cette prison-là, à 10 ans. Bon, on a foi en eux, ils sont forcément meilleurs que nous, mais pas sûr que ça marche si bien. Et une des questions qu'il y avait dans ce téléphone portable, qu'on continue à appeler un téléphone portable alors que c'est évidemment un ordinateur, c'est que la question de l'utilisation de cet outil est problématique. Comment est-ce qu'on utilise? Comment est-ce qu'on s'assure que l'enfant l'utilise de manière adéquate, à part en lui hurlant dessus quand il passe trop de temps sur son téléphone. Et donc il y avait aussi cette idée derrière le festival, au-delà du côté sympathique de la chose, de pouvoir proposer une réflexion ou une manière de réfléchir peut-être autrement à ça, en particulier le fait que toutes ces applications qu'on utilise au quotidien, en fait, c'est des applications qui sont extrêmement standardisées. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui nous permet, en fait, d'être créatif. Oui, il y a plein de gens qui, pendant le confinement de 2020, se sont dit qu'on allait changer le monde parce que pour une fois, les magasins étaient à peu près fermés. Mais vous voyez aujourd'hui où on en est, c'est plus le cas. On n'a pas changé le monde. Au contraire, quasiment la plupart des conférences, des colloques et autres se passent à la fois en présentiel et en distanciel, vu qu'on a des nouveaux mots dans le vocabulaire. Ça nous pose aucun problème de savoir ce que ça part sur YouTube. On se dit, bah, s'il y a des gens qui tombent par hasard dessus, ça va les édifier, ce qui a peu de chances d'arriver parce qu'ils ne vont pas tomber dessus par hasard. Ce n'est pas la manière de rechercher sur YouTube. Et donc finalement, on a des contenus standardisés, on n'arrive pas à être créatif, et après on va dire à nos enfants, arrêtez de vous abrutir devant vos téléphones portables. Et puis le dernier point qui était au cœur du festival, c'est la question du jeu vidéo, qui est une question que je connais relativement bien, c'est-à-dire cette idée qu'aujourd'hui, passablement de parents, et j'en rencontre chaque année beaucoup, sont inquiets, à juste titre quelque part, sont inquiets sur le nombre d'heures auxquelles leurs enfants, avec lesquelles les enfants passent sur les jeux vidéo, en disant forcément que s'ils passent plus que 15 minutes, ils sont addicts. Voilà. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui jouent à des jeux vidéo, mais il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo où vous pouvez jouer 15 minutes. Hein? Alors par exemple, je prends un exemple, mais c'est compréhensible, d'un papa. Bon, après déjà que c'est un homme, donc déjà il part un peu loin dans le... Mais qui me dit, oui, bah moi j'ai décidé que mon enfant pouvait jouer 30 minutes par jour, ce que je trouvais plutôt sympathique.
Et je dis, OK, à quoi joue votre enfant? Zelda. Et je dis, bah, vous voulez le frustrer, votre enfant. Hein, parce que c'est pas possible de jouer 30 minutes à Zelda. Vous avez meilleur temps de le faire jouer 2 heures chaque 4 jours que 30 minutes chaque jour. Parce qu'à part générer de la frustration, vous n'allez pas faire grand-chose chez votre enfant. Ce qui m'intéresse dans la question du jeu vidéo, c'est que déjà, c'est une forme de fiction, j'y reviendrai. C'est-à-dire, en l'occurrence, on n'a pas forcément beaucoup de problèmes sur le fait que nos enfants passent 4 heures par jour à lire des romans, si ça se fait encore, ou voient des films de 2 heures, quoique là, on commence déjà un peu à avoir peur, ou lisent de la bande dessinée ou des mangas, ça ne nous pose pas de problème, pourtant ce sont des formes de modélisation fictionnelle particulières. Par contre, dès qu'il s'agit du jeu vidéo, on a peut-être une sorte de combinaison avec l'écran qui nous donne l'impression, comme je l'ai mis sur cette image un peu rigolote, qu'ils vont se faire en fait phagocyter par le jeu, et évidemment cette espèce de vieille peur lancinante selon laquelle ils vont disparaître du réel. Ce qui arrange beaucoup de parents des fois quand les enfants disparaissent. Par contre, ce qui est assez intéressant, et ce qui m'intéressait aussi, c'est des choses très bêtes, parce que je ne suis pas du tout un praticien, je ne suis pas du tout dans votre milieu à vous, c'est des observations toutes bêtes. Je me dis, tiens, je vais au restaurant avec mes enfants, j'ai envie quand même d'être un peu peinard, hein, parce que c'est bien connu, les enfants, ils sont tout le temps extrêmement bien éduqués, et ils ne disent rien dans un restaurant qui est fait pour eux. Voilà. Donc, comme j'ai envie d'être tranquille, et puis que j'ai pas envie de leur hurler dessus, parce qu'aujourd'hui, si vous hurlez contre un enfant, vous avez le SPJ qui vous arrive dessus. Donc, en fait, je vais faire quoi? Ben, je vais lui filer mon téléphone portable. En disant, voilà, il y a des jeux éducatifs, tout ça. Il va évidemment jouer dessus. Il faudrait être taré peut-être. Non, c'est gentil, pas de téléphone portable ce soir. Il va jouer dessus, sauf qu'il a, à mon avis, en tout cas, identifié quelque chose. Un peu en termes méta, comme ça. Il a dit, quand papa, maman veulent être tranquilles, je joue. Donc la prochaine fois que je sens mes papas, maman fatigués de leur journée de travail, c'est-à-dire à peu près tous les jours, quand je vais leur demander le téléphone portable, est-ce que je vais leur dire « Ouh, je suis addict » ou est-ce que je vais leur dire « J'ai compris que vous étiez fatigués, passez-moi le téléphone portable, comme ça je vous fous la paix ». J'en sais rien, hein, objectivement. Mais c'est clair qu'on va corréler une activité ou une pratique, le jeu vidéo, avec un contexte dans lequel cette pratique advient, ici par exemple le restaurant ou la fatigue ou l'épuisement ou que sais-je, et je vois difficilement comment on peut décorréler ces deux choses-là en supposant que l'enfant n'a pas du tout compris ça. S'il me dit, je ne me rappelle plus qui dit ça parce que j'avais vu une phrase, s'il me dit « Ah, j'aimerais bien jouer à un jeu vidéo avec toi », est-ce qu'il me dit je suis addict du jeu vidéo ou est-ce qu'il cherche finalement à partager quelque chose avec moi? Et comme beaucoup de parents connaissent rien aux jeux vidéo, ils disent non, non, mais tu sais, moi je ne suis pas très jeu vidéo, donc en gros, fous-moi la paix. Et après, à 15 ans, on s'effraie qu'il est en train de jouer tout seul dans sa chambre, en sachant qu'on n'a sûrement jamais joué avec lui. Jamais. Et il faut être complètement inconscient en tant que parent de ne pas faire ça. Vous voyez, si vous achetez un livre à vos enfants, techniquement, vous connaissez à peu près la culture littéraire des gens, fait que vous connaissez à peu près le livre, ou en tout cas vous allez assez vite vous documenter, vous allez lui demander ce qu'il a lu, s'il a bien aimé, idem pour un film, vous allez peut-être pouvoir le voir avec lui ou autre. Mais il y a deux éléments ou deux sources de fiction aujourd'hui où les parents se mêlent assez peu, c'est le manga et le jeu vidéo. Autrement dit, on ne s'intéresse pas en supposant qu'on n'est pas fait pour ça, ou qu'on ne connaît pas, ou que ce n'est pas notre génération. Les générations jeux vidéo, c'est années 70. Hein. Donc ça commence à... C'est moins de 50 ans, c'est votre génération. Donc fondamentalement, voilà, on ne s'intéresse pas trop à ça, et on laisse les enfants jouer ou lire des mangas, sans vraiment s'intéresser ni à ce qu'ils lisent, ni à ce à quoi ils jouent. Et puis surtout, on n'établit pas forcément le dialogue. C'est clair que parfois, on vous dit « Oui, j'ai trouvé une épée incroyable avec un pouvoir Blue Fire qui me permet de tuer tel et tel. » On se dit « Bon, ok, je pense que je ne vais pas pouvoir discuter de grand-chose. » Mais en même temps, on n'a pas joué avec. Hein, on n'a pas joué. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est que j'ai l'impression que le numérique, c'est d'abord un langage. Alors, sans mauvais jeu de mots, puisque c'est effectivement un langage informatique, c'est un langage de code qui a un lexique, une syntaxe, qui va se dédier à un certain type d'action, puisque ces différentes lignes permettent d'engendrer des actions diverses à l'écran. Et du moment où c'est un langage, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Vous voyez, c'est comme si vous apprenez le français qu'à travers des livres de cuisine. Voilà. Alors, vous allez apprendre plein de choses.
Vous voyez pas ce qui m'arrive. Vous allez apprendre plein de choses dans un livre de cuisine, mais il y a peu de chances que vous soyez sensibilisé à travers un livre de cuisine, ou alors je ne les connais pas, à par exemple la poésie du 19e siècle. Hein. Pourtant, autant le livre de cuisine que la poésie du 19e siècle sont deux utilisations différentes du même langage. Si je prends la poésie française, le langage, la langue naturelle, la langue française qu'on a appris. Donc du moment où le numérique est un langage, il est nécessairement en lien avec un ensemble d'exploitations, d'utilisations différentes. Non, c'est bon. Non, mais j'ai des espèces de messages qui viennent me parler. Et du moment où c'est un langage, c'est-à-dire que on peut avoir différents types d'utilisation de ce même langage. Et je m'étais dit, tiens, et si on crée un festival où ce qu'on allait montrer aux gens... Bon, vous êtes tous à la Polymanga une fois dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Parce que vous allez voir un phénomène incroyable. Déjà, c'est le plus grand festival de Suisse romande, à part Paléo et Montreux. D'autre part, vous avez des surfaces commerciales immenses de jeunes gens, puisque c'est un festival qui touche les 15-20 ans en moyenne, qui passent leur journée dans ce bâtiment à jouer sur les 500 mètres carrés dédiés à Nintendo et les 500 mètres carrés dédiés à la PlayStation, ainsi que d'autres autres trucs. Et puis qui vont jouer aux nouveautés qui vont sortir quelques semaines ou quelques mois après. Et ils vont faire que ça, évidemment pas pour tous, toute la journée. Puis dehors, vous avez tous les parents qui attendent que leurs enfants aient fini, en n'ayant pas compris que ça va durer 8 heures, et que quand on fume, ça fait beaucoup de cigarettes. Donc... Bah, c'est vrai, en même temps, enfin, je sais que ça paraît un peu extrême, mais c'est assez vrai. Ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on va proposer aux jeunes, de nouveau qui est le public cible de Polymanga, et j'ai évidemment rien contre, enfin un petit peu, mais rien contre Polymanga en soi, c'est un contenu qui est extrêmement standardisé. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que vous allez trouver après dans les grandes surfaces, quand vous allez acheter des jeux vidéo. C'est souvent ce que vous allez trouver, on va dire, qui est le plus vendeur, ce qu'on appelle les AAA dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire c'est un peu les blockbusters du jeu vidéo. Voilà. Et comme les parents ne sont pas avec leurs enfants, puisqu'ils les attendent dehors, on ne voit pas vraiment à quoi ils jouent, ce n'est pas grave, il n'y a rien de dramatique. Mais par contre, la dimension de créativité qu'on donne aux jeunes dans un lieu comme ça, elle est quasiment inexistante. À l'époque, il y avait, la dernière fois que je suis allé, c'était il y a 3 ou 4 ans, il y avait une table dédiée aux créateurs de jeux vidéo suisses. Et donc vous imaginez une table, ça, et puis vous avez 500 mètres carrés de Nintendo à côté. Il faut être fort pour aller à la table. Déjà, vous ne pouvez pas être beaucoup à cette table. Et donc, on ne présentait pas, dans le langage numérique qu'on leur présentait, qui étaient les formes de jeux vidéo, on présentait ce qui était évidemment extrêmement rentable en termes financiers, mais on n'essayait pas de déstabiliser les joueurs, on n'essayait pas de leur montrer autre chose. Donc, en fait, la créativité était à peu près nulle, et c'est ce qui m'a fait dire que et si on pouvait trouver une manière de mettre en avant la créativité dans le domaine du numérique, c'est-à-dire comment aujourd'hui des créateurs développent le langage numérique de telle manière qu'il puisse être un peu la poésie du 19e et non la recette de cuisine, bien que j'ai rien contre les recettes de cuisine. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des lieux qui le font? Et qu'est-ce qui va se passer pour les parents, pour les familles qui viennent? L'intuition que j'avais derrière, c'est le seul truc un peu pénible que je vais vous montrer maintenant. Voilà, je vous avertis déjà. C'est la chose suivante. Oui, ça paraît compliqué, mais je ne vais pas tout commenter. Ce qui m'intéressait, c'était que l'être humain, que vous voyez en haut du schéma, il vit dans un monde qui est un peu structuré par plein de trucs, passons. Et puis, il a ses langages. Il a des langages, le langage humain, le langage informatique, etc., etc. Et ces langages, l'art étant une forme de langage, mais passons sur ces considérations, lui permet en fait de raconter le monde dans lequel il est. Hein, on le sait bien, vous le savez aussi bien que moi, vous ne racontez pas votre vie à 8 ans, de la même manière qu'à 20, enfin il faut l'espérer, et puis qu'à 40. Et une des choses qui va changer votre façon de raconter votre vie, c'est évidemment plein de choses, mais en particulier le langage, et puis évidemment les références que vous pouvez avoir.
C'est ce qui fait, par exemple, que, bon, je vous donne un truc un peu perso, mais quand j'étais adolescent, par exemple, c'était impossible de ne pas raconter une histoire amoureuse ou une rencontre amoureuse sans convoquer à un moment donné un soleil couchant ou un soleil levant. Et comme par hasard, dans les films que je voyais à la fin des années 80, enfin que j'entrevoyais, disons, il y avait toujours un peu cette espèce de scène romantique un peu cucu comme ça, mais fondamentalement qui permettait d'identifier ceci est amoureux. Donc si vous reproduisiez à peu près ça, bon, plusieurs personnes se sont fait avoir avec ça, mais si on arrivait à reproduire à peu près ça, on se disait c'est un code partagé par une communauté qui dit ceci est plus amoureux qu'un autre truc. Et personne raconte la première fois qu'il embrassait quelqu'un à une caisse de supermarché. Oui. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. On attend, on s'ennuie. Enfin. Autrement dit, la manière qu'on a de raconter nos vies, et c'est une question beaucoup plus, même si je déconne un peu, mais comment aujourd'hui un jeune garçon ou fille de 10 ans raconte sa vie? Le but de ce schéma, c'était, même s'il est extrêmement caricatural, c'était de rappeler que le jeune de 10 ans, il vit dans un monde qui est structuré par un ensemble de choses, mais en particulier par les technologies numériques, qui, en fait, sont omniprésentes, mais vraiment omniprésentes. Elles sont partout autour de lui, voire même dans sa main. Quelle influence ça va avoir sur le fait de raconter sa vie? Comment il va raconter sa vie avec ça? Et comment il va raconter sa vie à ses parents qui, par ailleurs, ont de la peine à partager cette vie-là? Ou peut-être voilà, ou à l'école, ou que sais-je. Sauf que notre manière de raconter notre vie, et vous voyez pourquoi je mets ce schéma, parce que la créativité est importante à un moment donné, la façon dont qu'on a de raconter notre vie, elle a un impact, ou elle a des conséquences sur le sens qu'on lui attribue à notre vie. Si vous restez croché à une rupture amoureuse, le sens de votre vie post-rupture, qui peut être très long d'ailleurs, il ne va pas être tout à fait la même chose que si vous essayez d'en trouver les bénéfices pour vous améliorer, en tout cas pour mieux vous connaître et éviter de vous ramasser une 14e fois. Donc, la question du sens, c'est jamais une donnée immédiate, c'est évidemment quelque chose qui se construit, et une des manières, c'est pas la seule, une des manières de construire ce sens se trouve dans la capacité à raconter son existence. Et c'est bien pour ça que dans le processus de deuil, on cherche à raconter autrement, pour trouver un sens différent que celui dans lequel on était bloqué auparavant. Si mon langage est stéréotypé, autrement dit, si un jeune aujourd'hui utilise exactement la standardisation ultime que nous proposent les grands constructeurs, que ce soit de jeux vidéo, enfin fabricants de jeux vidéo, ou de téléphones portables d'applications, finalement, le langage qu'il a à sa disposition pour raconter son monde ou ses interactions avec autrui ou avec lui-même, il est limité à ses applications. Si vous passez votre temps sur WhatsApp avec l'immédiateté que ça suppose, puisque vous écrivez, vous voyez, c'est le truc le plus pervers, vous voyez quand même que quelqu'un a vu votre message, et s'il ne vous répond pas, et là, il y a quelque chose. Nécessairement, si vous attendez plus que 3 minutes 30 qu'on vous réponde, vous dites il y a un problème. Maintenant, vous décalez ça d'il y a 25 ans en arrière, c'est pas vous dire que c'était mieux avant, vous n'aviez pas ça, c'était quoi votre temps d'acceptation de réponse? C'était sûrement pas 3 minutes 30. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Ça veut dire qu'évidemment, l'interprétation qu'on va donner et le sens qu'on va donner à l'échange de messages n'est pas le même avec une application comme WhatsApp qu'avec une lettre cachetée que personne n'écrivait. Bon. Et ce qui m'intéressait, moi, par rapport à la question du numérique, c'est que si on arrive à diversifier les langages, ou plutôt si on arrive à travailler sur les langages, de nouveau entre guillemets, ou la créativité dans le monde du numérique, alors on va diversifier les sources, à mon sens du moins, d'histoire ou notre manière de raconter, qui aura une influence assez nécessaire sur le sens. Je prends un exemple, voilà. Ça, c'est une équipe de Japonais qui s'appelle TeamLab, qui sont des médias artistes, donc en fait, ce sont des gens qui utilisent les nouvelles technologies à des fins purement artistiques et esthétiques, pour immerger les gens dans des paysages naturels, comme on peut le voir ici, évidemment un peu psychédéliques, et puis de pixels. Leur but, ou un de leurs buts, c'est de matérialiser et de proposer l'expérience aux visiteurs des lieux, de matérialiser ce que l'on fait, on vit au quotidien.
Autrement dit, quand on voit ces individus posés ici, tout ce qui les entoure, c'est-à-dire à peu près tout, dans l'équipe, enfin pour TeamLab, c'est l'idée de dire, en fait, on est aujourd'hui, notre condition humaine, c'est ça. En fait, on est plongé dans un monde numérique en permanence, qui fait qu'on passe un temps assez incroyable, je crois qu'en Europe, c'est 6 heures en moyenne par jour sur notre téléphone portable, par jour. D'ailleurs, vous pouvez le voir parce que vous avez qu'à swiper à gauche votre téléphone portable ou je ne sais pas quoi, et vous voyez le nombre d'heures par jour où vous avez regardé votre téléphone portable, ce qui est un peu le cynisme absolu de Apple et d'Android. Hein. C'est-à-dire, regardez comment on vous a bien eu, maintenant vous passez 7h30 aujourd'hui, c'est un peu mieux qu'hier, hein, c'était 7h42. Je suis quand même content, 7h30. Autrement dit, dans les créativités autour du langage pour réinventer quelque part notre façon de penser notre condition humaine et peut-être d'interagir avec des plus jeunes, il y a quelque chose de l'ordre de l'art. Et c'est pour ça que, ici, je trouve qu'il y a une des sources qui me paraît assez intéressante pour réfléchir à ça, c'est la question de la science-fiction. Alors bon, c'est un sujet que je connais relativement bien, parce que, à mon sens, un des objectifs de la science-fiction, c'est en fait de proposer des images, on va passer sur les détails parce que je vois que le temps avance, c'est-à-dire des métaphores, de proposer des images, alors j'en ai listé quelques-unes, le robot, l'intelligence artificielle, le cyberspace, etc. Ces images, elles résonnent étroitement avec le monde dans lequel on vit. On va créer des intrigues autour de ces images, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à quelqu'un qui est évidemment quelque chose de plus ou moins pas très sympathique, et on va donner au lecteur ou au spectateur ou au joueur, puisqu'il y a quand même pas mal de jeux vidéo aujourd'hui qui sont inspirés de l'esthétique de science-fiction, on va lui donner un récit, donc une histoire, avec laquelle il va pouvoir interagir. D'accord ? Si je donne un exemple très simple, tout le monde a vu ce film. Attendez, hop, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Alors, voilà, bon. Mais quand on va voir ce film, enfin quand on le voyait, ou quand on le fait voir aujourd'hui à des enfants, on a tendance à penser que le film, il travaille essentiellement, ou sa thématique, disons, fondamentale, c'est l'exploitation écologique ou anti-écologique d'un impérialisme américain terrifiant. La preuve, ces pauvres extraterrestres, les navis, ceux qui vivent un peu à l'état de nature, à la Rousseau, comme ça, se font avoir par des humains. Vous voyez ? Et on dit, voilà, c'est un film écologique, ou c'est l'histoire de Pocahontas revisitée. Ça, c'est lu. Sauf que ce qui est très étrange, c'est que ce film, il parle de quoi ? Ce film, il le dit, il parle d'un avatar. Autrement dit, il parle de... Alors bon, on peut récupérer le bouddhisme, hein, enfin l'hindouisme, mais à la base, il parle d'un avatar. Et qu'est-ce que c'est qu'un avatar ? C'est le personnage qu'on incarne dans un jeu vidéo. D'accord ? Alors maintenant, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que... On va voir si ça marche. En général, ça ne marche jamais. Ça marche. Il n'y a pas de son. Donc, le film vous présente un type bon, qui est paraplégique, qui rentre dans une espèce de cercueil. Pour ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez peut-être de cette séquence. Qui va lui permettre, bon, alors évidemment, on met un peu plein de mobilier technologique comme ça. Bon, il flippe un peu, ce qui est normal. Et en fait, on va le projeter par un procédé évidemment typique de la science-fiction, c'est-à-dire en fait artificiel. On va le projeter dans une sorte de poupée qui ressemble évidemment comme deux gouttes d'eau à la race extraterrestre qui vit sur cette planète étrange. Quand on est dans le film, on se dit « Ah ouais, c'est cool, on a développé une technologie qui permet de pouvoir habiter des corps tels que la poupée. » Maintenant, vous allez regarder ça et vous dire « C'est ce que mon enfant il est en train de vivre quand il se connecte à un jeu vidéo. » C'est-à-dire, il vit dans un monde dans lequel il est handicapé. C'est pas pour rien que Jake Sully, c'est-à-dire le personnage de Avatar, il est en fait paraplégique et il a été choisi parce qu'il a le même patrimoine génétique que son frère jumeau mort. Autrement dit, c'est pas lui qui compte, quoi. Hein ? On va se dire, tiens, l'enfant, il va se connecter, alors pas que, hein, l'adulte aussi, il va se connecter, en fait, dans un autre personnage
accessoirement, toute la promotion et le marketing du film insiste sur le fait qu'Avatar est le premier film entièrement en infographie numérique. C'est-à-dire en l'occurrence que l'image que vous voyez ici, ce n'est pas une poupée, c'est généré par informatique. Et donc vous avez quelques personnages humains qui sont des images analogiques, donc c'est les vrais acteurs, tout le reste est en images de synthèse. C'est comme si vous plongiez dans un monde numérique. Avatar va même plus loin parce qu'il nous montre que ces navis ne sont pas du tout une sorte de civilisation écologique, etc. C'est qu'ils sont tous connectés à une sorte de réseau informatique géant. Vous voyez, c'est une bonne image pour les réseaux informatiques. Ils se connectent là avec leurs espèces de cheveux là. Ils sont tous connectés les uns avec les autres dans une sorte de même serveur central qui leur permet de découvrir plein de choses. Alors, il y a un côté un peu clanique et tribal, etc. Mais ils sont surtout connectés les uns les autres. Hein? Ils sont connectés les uns les autres et ils apprennent tout par ça. Donc on va avoir un film qui fait l'apologie, et c'est bien de ça qu'on parlait quand on parlait de l'image, qui fait l'apologie du tout connecté, d'une part, et du fait que la vie humaine, dans le monde réel, elle est toujours handicapante. C'est pas drôle en soi, mais ok. Et que dans le monde numérique, qui est représenté par le monde infographique d'Avatar, dans le monde numérique, on est un héros. Parce que Jake Sully, le type avant, là, c'est une sorte de super-héros comme ça. Hein, il sauve d'ailleurs tout le monde, etc. Moi, je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant de voir ce film, qui est comme un film pour enfants, de voir ce film avec des enfants, puis dire, est-ce que ça pourrait pas être une bonne base pour réfléchir à ce qu'on vit dans la connexion dans le jeu vidéo, par exemple? Hein, pourquoi c'est intéressant de jouer à un jeu vidéo pour un enfant de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans ou plus? Qu'est-ce qu'on vit émotionnellement? Et pourquoi est-ce que, comme le film Avatar nous le montre, à la fin, on n'a pas envie de sortir du jeu vidéo? Alors, il y a plein de principes qui fonctionnent, mais rappelez-vous qu'à la fin d'Avatar, le corps handicapé de Jake Sully, qui évidemment ressemble beaucoup au nôtre, puisque tous les gens qui voient ce film ont des lunettes 3D, va transiter et devenir ce personnage qui est donc un navi. Il va quitter son essence humaine pour devenir une pure image de synthèse. Elle est là, la fuite du réel. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est une question que Avatar pose de manière évidemment pas voulue, mais qu'est-ce que la société réelle a de mieux à proposer aux jeunes par rapport à ce que propose un jeu vidéo aujourd'hui, en termes d'émotion? Oui. Imaginez que vous ayez 10 ans aujourd'hui, donc le monde va mal, ça on a compris, on va se péter la gueule, le capitalisme est bientôt foutu, on se fait harceler à chaque coin de rue, l'autre est dangereux, il n'y a pas de boulot, et on dit vas-y, change le monde. Après, on vous propose jeux vidéo, Zelda, où vous incarnez une espèce de héros légendaire dans un monde immense, où vous pouvez passer des heures et des heures et des heures, et on vous dit non mais ça c'est pas bien, c'est une fuite du réel. Mais bien sûr qu'il faut fuir ce réel. Évidemment qu'il faut fuir ce réel. Autrement dit, ce qui est intéressant dans Avatar, c'est cette capacité qu'il a, le film donc, de venir, à condition qu'il soit vu et discuté entre parents, enfants ou évidemment adultes et jeunes, de l'expérience du jeu vidéo, puisque c'est exactement tout ce qui est métaphorisé dans le film, c'est-à-dire qu'il semble nous dire nous sommes tous des handicapés d'une manière ou d'une autre, et on a un truc comme ça qui existe, qui est un monde virtuel, ou des mondes virtuels dans lesquels on peut être le héros. Et ben, en fait, émotionnellement, ça a quand même un peu du sens. C'est assez pervers, puisqu'évidemment, le but, c'est pas de dire bah oui, fuyons tous dans le jeu vidéo, mais c'est plutôt de montrer comment on peut, grâce à ce genre de truc un peu bête, parce que c'est pas quand même le plus grand film qui existe, on peut questionner des pratiques qui aujourd'hui sont évidentes, et en particulier des émotions qui, elles, sont peu questionnées. En fait, que vit un jeune dans un jeu vidéo? Et c'est quoi le monde dans lequel il vit? Pour les adultes, il y a quelque chose d'autre, et j'aimerais continuer un petit peu là-dessus avant de bientôt conclure. C'est, toujours dans cette utilisation du langage, il y a un roman qui est paru en 1984 qui s'appelle Le Neuromancien. Ce roman est assez peu connu, mais en fait, c'est de ce roman qu'a adapté le film Matrix. C'est-à-dire le concept de Matrix, du mot Matrix, vient de ce roman. En gros, pour vous faire rapide, vous avez un type, qui est lui, qui s'appelle Case, qui est une sorte de junkie comme ça, qui passe son temps connecté dans des réseaux numériques, mais pas de bol, dès le début du roman, il ne peut plus se connecter parce qu'il a reçu une mycotoxine dans la tête, bon, passons.
Et donc, ils souffrent de ne plus pouvoir se connecter dans la matrice, dans le réseau informatique. Et je voulais juste montrer le tout début du roman, pour montrer comment ces images fonctionnent, et puis aussi comment on peut s'appuyer sur ces images, là encore, en l'occurrence de cette espèce de langage particulier qu'est la science-fiction, pour peut-être réfléchir à 2-3 choses autour du monde numérique. Bon, je vous lis ça rapidement. Case avait 24 ans. À 22, il était un cow-boy, un braqueur, l'un des tout bons de zone. Il avait opéré en trip d'adrénaline pratiquement permanent, un sous-produit de la jeunesse et de la compétence, branché sur une platine de cyberspace maison, c'est un peu compliqué, qui projetait sa conscience désincarnée au sein de l'hallucination consensuelle qu'était la matrice. J'aimerais faire un petit parenthèse. La matrice, donc pour ceux qui n'ont jamais compris le film Matrix, parce qu'il y a toujours un qui dit « oui, moi j'ai jamais vraiment compris ce truc ». Vous avez des humains qui se connectent à un serveur informatique dans lequel ils vivent leur vie. Et évidemment, comme ils sont convaincus de vivre dans ce monde-là, puisqu'ils sont directement branchés neuronalement dans ce monde, en fait, leur corps est une sorte de truc un peu qui sert à rien et qui est exploité par des machines qui en tirent l'énergie pour survivre. Et tout le but du film, c'est de sortir de cette espèce de situation un peu pas très marrante pour revenir dans le monde réel, qui est alors beaucoup moins drôle que le monde de la matrice. Donc ici, on voit que ça vient de là, que Case, en fait, il aime bien, il a besoin de se projeter, de projeter sa conscience désincarnée. Dans quoi? Dans un réseau informatique qui s'appelle la matrice. Je vous rappelle qu'Internet n'existe pas en 84. Et vous voyez comment elle est décrite, la matrice, elle est décrite comme une hallucination consensuelle. Maintenant, vous allez faire un truc super, pas maintenant, mais après. Vous dire, à chaque fois que je me connecte sur mon téléphone portable, sur Internet, je suis dans une hallucination consensuelle. Et vous verrez qu'il y a un truc qui est marrant. C'est en fait, quelle est la simulation qu'on nous propose dans cette hallucination consensuelle, à laquelle, évidemment, on croit tous, puisque c'est une hallucination consensuelle, mais ça reste une hallucination. Autrement dit, si j'envoie un message WhatsApp à quelqu'un qui ne me répond pas dans les 15 secondes, l'émotion que j'éprouve d'être agacé par cette situation est produite évidemment par l'hallucination que nous propose WhatsApp, c'est-à-dire que tout message doit avoir immédiatement une réponse. Alors que humainement, on sait bien que ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à l'ère d'Internet, mais Gibson comprend qu'on vit dans un monde, il y a le début des consoles de salon, des bornes d'arcade, etc., qu'on vit dans un monde où finalement, on va de plus en plus plonger dans le monde numérique, mais ce monde numérique, c'est une hallucination consensuelle. C'est une hallucination à laquelle on croit. Quand vous allez voir les journaux, quand vous allez commander vos trucs sur, je sais pas, Zalando, etc., vous êtes dans une hallucination consensuelle, où on vous fait croire que vous êtes le maître du monde. Je continue. Il avait, comme l'erreur classique, celle qu'il s'était juré de ne jamais faire, il avait piqué à ses employeurs, il avait étouffé une bricole et cherché à la sortir par un fourgue à Amsterdam. Ils lui endommagèrent le système nerveux avec une mycotoxine russe héritée de la guerre. Pour Case, donc là, le anti-héros, qui n'avait vécu que pour l'exultation désincarnée du cyberspace, ça nous rappelle notre dépendance absolue de toujours aller voir ce qui se passe sur nos réseaux, ce fut la chute. Dans les bars qu'il fréquentait du temps de sa gloire, l'attitude élitiste exigeait un certain mépris pour la chair. Le corps, c'était de la viande. Case était tombé dans la prison de sa propre chair. Pourquoi est-ce qu'on se connecte à cette hallucination consensuelle qu'est la matrice? Réponse de Gibson en 84, pour fuir la chair. On hait son corps, on ne supporte pas son corps, on ne supporte pas cette espèce de truc bizarre qui vieillit, qui souffre, etc. Et donc on le fuit. Quand on passe 6 heures par jour sur un téléphone portable, on fuit son corps. Pourquoi? Parce que votre corps, lorsque vous êtes sur un téléphone portable, il est réduit à quoi? À 1, voire 2 pouces. Pendant 6 heures, votre corps, c'est 1 à 2 pouces. Je trouve que l'image de la matrice est intéressante. Je fuis mon corps. Alors on a peut-être peur que nos enfants fuient le réel, dans les jeux vidéo par exemple, mais nous, qu'est-ce qu'on fuit 6 heures par jour? Alors c'est sympa de leur faire la morale, mais nous, on fuit quoi? Et si j'étais conscient que je fuis, je m'ennuie, ah mon Dieu, l'ennui, bon, je m'ennuie, je prends mon téléphone et je souris à mon écran, qu'est-ce que je fuis? Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire sur Netflix que je trouve assez intéressant qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée ». Et qui est un peu trippant d'ailleurs, et qui nous dit la chose suivante, c'est qu'une des maladies de l'Occident, c'est que le fait que le téléphone portable soit greffé quasiment à notre corps, et qui fait qu'à chaque instant on peut le solliciter,
fait qu'on n'arrive plus à gérer les problèmes personnels. C'est-à-dire qu'en fait, confronté à la souffrance ou autre, plutôt que d'y être confronté, alors souvent de manière relativement pathétique, je vous l'avoue, mais c'est-à-dire un peu en souffrant par terre, ou en pleurant, ou enfin bref, on dit « Ah, YouTube !» Et sur YouTube, il y a des millions de vidéos. Et donc, c'est-à-dire que c'est pratique, on fuit. Et dans ce documentaire, ils ont tout un argumentaire que je trouve intéressant pour montrer comment aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir un outil systématiquement à disposition pour combler le manque ou la confrontation avec soi fait qu'on n'arrive plus à se confronter à soi, ou en tout cas que c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a des sollicitations externes en permanence. Avant, il fallait « Ok, je vais aller boire un verre, comme ça, puis j'avais pas envie, puis quand vous rentrez parce que vous avez trop bu, c'est encore pire qu'avant. » Enfin, il y avait quand même cette confrontation à soi, un petit peu, alors plus ou moins efficace. Là, vous pouvez passer votre soirée complète sur votre téléphone sans problème, ou votre écran, que sais-je. Qu'est-ce qu'on fuit, hein? Qu'est-ce qu'on fuit? Il y a une autre chose que je trouve intéressante dans un roman, enfin c'est un recueil de nouvelles d'un écrivain que j'aime bien, qui s'appelle Alain Damasio. Et le recueil de nouvelles s'appelle « Aucun souvenir assez solide ». Dans cette nouvelle, dans ce recueil, il y a une nouvelle que j'aime bien parce qu'elle thématise, à mon avis, le rapport de la famille. C'est une nouvelle qui s'appelle Captcha, dans laquelle vous avez, il faut essayer d'imaginer parce que c'est un peu métaphorique. Donc vous avez d'un côté les enfants. On ne sait pas trop pourquoi, mais pouf, il y a les enfants. De l'autre, il y a les parents. Entre deux, moi je vais vous faire peut-être, c'est un peu con de faire un peu en vertical, vous voyez. Bon. Donc vous avez les enfants ici et les parents là. Entre deux, vous avez une rue, enfin une route, et il y a un jeu qui a lieu chaque semaine qui s'appelle la Captcha. Et le but, c'est que les enfants rejoignent leurs parents. Jusque-là, facile. Il s'avère que, première chose, aucun enfant n'a jamais réussi à rejoindre ses parents. Ce qu'on apprend au début de la nouvelle. Pourquoi? Parce que quand ils traversent cette route, en fait, cette route est bardée de capteurs. Et chaque fois qu'un capteur capte une partie de votre corps à laquelle il est dédié, donc capteur oculaire, s'il capte votre œil se dématérialise et intègre l'infosphère. Donc maintenant, je vous laisse imaginer comment ça se passe. Donc vous avez des enfants d'un côté, qui ont leurs parents de l'autre, ils y vont, comme ça, capteur de mouvement, capter la jambe, pouf, une jambe de moins. Donc voilà. En sachant que tous les membres dématérialisés intègrent ce qu'on appellerait l'infosphère, c'est-à-dire deviendraient des sortes d'avatars purs du monde numérique. Et la nouvelle raconte ça. Comment, en fait, les enfants n'arrivent pas. Bon, il y en a un qui arrive, mais comment les enfants n'arrivent pas. À la fin de la nouvelle, il y a un truc que j'aime pas, mais bon, c'est pratique pour cette présentation. Il y a une espèce d'explication de la nouvelle. C'est un truc un peu voilà, je sais pas, pour dire, vous n'avez pas compris, je vous explique. Ce qui rend d'ailleurs le truc un peu moins intéressant. Donc voilà, bon, évidemment, tout le contexte, je vais pas le mettre en place, mais en gros, il retrouve un texte dans lequel il est dit ça. Le texte disait en gros ceci, que la dématérialisation, donc des enfants, hein, ne vient pas de la technologie, mais de notre esprit. Là, on retrouve la fuite à Gibson. Hein, je veux me projeter pour fuir. Ou plutôt que la technologie n'a jamais été qu'une substitution à nos corps limités, qu'une projection de nos désirs de puissance, qu'une façon géniale d'externaliser nos pulsions dans les machines afin de nous rendre omnipotents face au réel. Oui, parce que quand on commande sur Zalando, vous avez tous eu ça, on se sent le maître du monde. Voilà. Enfin, Zalando ou autre. Derrière les capteurs, il n'existerait pas, selon ce texte, une entité pensante qui serait la ville, bon ça on s'en fiche, il y aurait plus profondément à l'œuvre une économie de désir partagée par tous les humains, adultes ou enfants. Lesquels, me diras-tu, le texte en cite beaucoup, par liste, j'ai retenu ça. Voilà. Donc j'ai retenu ça, conjurer le mouvement par la trace, l'événement par sa prédiction, l'écart par les normes, vouloir saisir et capter compulsivement les gestes, les pensées et les actes, collecter et cumuler ce qu'on prélève, vouloir surveiller, observer, entendre partout, tout et toute chose et tout le temps, être Dieu. Bon, à part le fait que c'est assez cool. Ce qui est intéressant, je passerai sur les influences de Deleuze, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière cette technologie, et évidemment, on comprend mieux comment marche la nouvelle Captcha, c'est-à-dire, mettez un enfant au monde aujourd'hui, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais disons, un enfant qui a 6-7 ans, dans le monde où il est, les capteurs, pensez au nombre de capteurs qu'il y a par jour, la télévision, les smartphones, les iPads, les machins, les écrans illuminés, dans les métros, il y a de l'info partout. Enfin, il est entouré de capteurs. Hein, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. On passe son temps à faire en sorte que les gens soient
que leur attention se porte sur autre chose qu'eux-mêmes ou leurs proches. On est tout le temps là-dedans, tout le temps. Et eux, ils vivent ça en permanence. En plus, on leur a offert un téléphone portable parce que leurs parents leur veulent du mal. Donc ils disent en plus, tu ne dois pas être attentif, mais je te file un téléphone portable. Ne te fais pas avoir, sois meilleur que moi. Sauf que dans cette idée-là, dans ce monde-là, ils ne peuvent que être captés. Et évidemment, l'idée de dire que chaque fois qu'ils sont captés, le membre se dématérialise, il y a cette idée que, en fait, dès que vous êtes capté par WhatsApp, je prends l'exemple évidemment très, très simple du truc, d'un coup, vous allez surinvestir WhatsApp et ça va conditionner, ça va créer, ça va modeler ou informer votre rapport à l'attente et à ce que c'est qu'une action de communication avec quelqu'un, c'est-à-dire ça doit être immédiat. Et si ce n'est pas immédiat, il y a un problème. On est mal après avec ça. Et vous voyez que derrière, il y a cette espèce d'idée très particulière. On veut conjurer le mouvement par la trace, l'événement par sa prédiction, l'écart par les normes. On est dans un monde extrêmement standardisé et normatif, et ça on le sait malheureusement bien aujourd'hui, et on plonge nos enfants là-dedans. Donc vous allez me dire comment on retrouve, autrement dit, pour reprendre, enfin, voilà, on fait de nos enfants à peu près ça. Hein, et de nous aussi, mais nous c'est moins grave, on est grand. C'est-à-dire qu'on va, c'est un artiste français qui s'appelle Bebdeum, qui fait des images numériques où il intègre en fait l'ensemble de cette espèce de consommation mondiale, peut-être que la suivante est plus signifiante, où on se voit un peu tatoué, enfin, marqué, vous voyez, à votre gauche, avec du Google, du Amazon, du Apple, du Facebook, etc. Comme si notre identité se constituait à l'aune de cet ensemble de monde dans lequel on vit, qui est évidemment constitué d'un ensemble de capteurs qui sont tout le temps en train de nous dire les mêmes choses, à peu près, c'est-à-dire donne-moi ton attention, donne-moi ton attention, donne-moi ton attention, donne-moi ton attention, donne-moi ton attention. Après, on dit aux enfants, soyez créatifs, ce qui suppose du vide. Hein. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la famille, tout ça? C'est ce que j'avais dit à Xavier quand il m'a invité. Je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas du tout dans votre milieu. Moi, j'en sais rien. Hein. Moi, je vois un enfant qui dysfonctionne, déjà, j'en vois pas, du coup, pas directement. Je ne sais pas trop comment faire. Mais j'ai cet avantage-là, peut-être, de dire, et si nous, les adultes, on était capables de se mettre, peut-être pas à leur place, parce que heureusement, on n'y arrive pas, mais de se rendre compte que ceux qui se sont fait contaminer en premier par ce monde numérique, c'est nous. Moi, je me suis rendu compte dernièrement qu'en vacances, je ne prends pas beaucoup de vacances par année, en vacances, je check mes mails. Et comme je pense pas mal d'entre vous, hein, quoique peut-être dans le milieu de l'éducation moins. Et je me suis dit, mais tu te rends compte à quel point ça ne se passe pas bien dans ton existence. C'est-à-dire que tu es en vacances, dans tes 2 semaines par année où tu prends des vacances, ça devrait plutôt bien se passer, et tu es en train d'avoir une sorte de mouvement compulsif de ton corps, parce que tu te demandes si c'est quand même une bonne idée de voir tes mails, et tu sais que tu vas craquer, et tu craques, et après tu n'es pas bien. C'est moi qui veux être tranquille au restaurant, parce que si des enfants commencent à hurler, j'ai l'impression qu'ils m'enlèvent ce moment d'intimité profond qu'est le restaurant. Hein, je ne me demande pas pourquoi je ne fais pas une pizza chez moi, ou au moins je suis tranquille. Non, je me demande comment ça se fait qu'il y ait autant d'enfants qui jouent à des jeux vidéo en permanence sans que les parents s'intéressent à quoi ils jouent. Oui, c'est des questions d'un adulte qui me paraît à peu près responsable aujourd'hui, en disant, mais voilà, je me dis comment ça se fait que les enfants ou les ados, ils connaissent plus le jeu vidéo que leurs parents. Ils ont vécu plus d'expériences émotionnelles différentes, mais ils ne peuvent pas en parler avec leurs propres parents. Et en plus, quand ils en parlent, les parents disent « Ah, c'est bon avec tes jeux vidéo, hein. On a marre, là. Tu ne veux pas t'intéresser à... C'est pas Proust. » Ça, c'est des questions qui m'intéressent pas mal. Et c'est pour cette raison que je m'étais dit, et si on pouvait créer une sorte de lieu, non pas pour les enfants, non pas pour les ados, non, mais plus pour les adultes, non pas seulement pour les adultes, où on mélange. Vous avez peut-être déjà été dans des endroits dédiés un peu aux jeux vidéo, où vous avez les jeux vidéo récents qui sortent, et puis dans un coin, il y a un truc qui s'appelle rétro gaming. Et ce truc rétro gaming, c'est pour les papas et les mamans. C'est en fait, il dit, pour les vieux, là-bas, il y a 3 boutons, ça sera plus facile pour vous. Et puis, nous les jeunes, on est là. Sauf que si vous mettez un enfant de 6 ans devant un flipper, il va s'éclater. Tout comme si vous mettez un adulte devant certains jeux vidéo, il peut s'éclater. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on garde ces espèces d'oppositions aujourd'hui alors qu'on essaie de faire exploser toutes les oppositions dans le reste du monde? Et c'est pour ça que j'avais imaginé le festival.
je vous passe cette vidéo et après j'ai fini, mais comme j'ai eu 2-3 minutes de retard au début. C'est comme ça que ça se passe. Bon, on voit pas grand chose à cause de la lumière, mais bon, ça c'est pas de ma faute. Où on essaye de mélanger en fait, c'est un festival qui est coproduit par l'école d'ingénieurs et l'université de Lausanne, on essaye de mélanger toute la créativité numérique pour tout type de public, enfants, adultes, parents ou autres. On collabore avec pas mal de monde qui proviennent du monde de l'éducation, qui font des ateliers spécifiques, des spectacles. C'est aussi une manière de diversifier les langages, des spectacles qui impliquent du numérique, des spectacles qui n'en impliquent pas du tout, pour créer quelque chose d'un peu particulier, d'un peu jovial comme ça. Alors ça se passe dans la Sibérie suisse, c'est-à-dire à Yverdon, et chaque année j'invite aussi des compagnies étrangères qui font du théâtre ou de la danse en utilisant des projections vidéo avec lesquelles ils interagissent pour montrer comment on peut créer de la beauté avec de l'interaction numérique. Là vous voyez rien parce que c'est noir, mais à la base il y a plein de sortes d'hologrammes comme ça en numérique avec lesquels la danseuse interagit. Qu'on peut créer de la poésie, de la beauté, de l'émotion, la réflexion aussi avec certains spectacles. On peut faire des ateliers où les familles se mettent ensemble pour devenir acteurs du numérique. C'est plus seulement pour subir la standardisation, mais pour essayer de comprendre non pas seulement comment ça marche, ça c'est pas le guide du petit inventeur, mais de se mettre ensemble pour partager un moment. Ça peut être aussi en réalité virtuelle. Par exemple, il y a des concerts, il y a évidemment des soirées musicales pour les moyennement adultes, comme et cette espèce d'incubateur de projets, parce que la plupart de ces projets viennent de choses différentes. On projette aussi sur les bâtiments pour proposer un peu des choses, redonner de la couleur à la ville, mais aussi redonner du mouvement à la ville ou aux villes. C'est quelque chose qui me paraissait intéressant parce que je crois que pour moi, la seule manière de se reconnecter en fait les uns les autres et de peut-être de dépasser cette espèce de sentiment de division générationnelle ou de ne pas savoir quoi faire, c'est de prendre le temps ensemble. J'ai mis deux images où on voit enfants-parents qui collaborent, ou encore mieux ici, voilà. Et ça, c'était intéressant parce que c'était un stand qui était fait par la Croix-Rouge, où la Croix-Rouge avait créé un jeu vidéo qui se jouait à 4 pour travailler sur la solidarité. Et il fallait jouer à 4, on est obligé de jouer à 4 au jeu. Et forcément que les familles qui venaient étaient quasi obligées de jouer à 3 ou à 4 ensemble. Et on voit que la maman n'a pas l'habitude de tenir des manettes. Donc mais c'était pas grave parce que le but dépassait ça. Et voilà, j'aimerais terminer là-dessus puisque le but c'était de vous lancer plein d'idées puis d'avoir une dizaine de minutes pour des questions. Je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, la seule manière, que la prise en compte du fait que ce monde c'est le nôtre et qu'on doit inventer des histoires dans ce monde-là, on doit trouver des manières de raconter notre vie qui est devenue, non pas numérique, mais dans un monde numérique, c'est peut-être la seule manière de réinventer un peu notre humanité plutôt que de stigmatiser, alors que ce soit les joueurs ou que ce soit évidemment de l'autre côté les adultes. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à dispo. Voilà, merci beaucoup Marc Atala. Bonjour, merci beaucoup. Je suis un de ces vieux de 53 ans. Ouais, je comprends. Qui a un fils de 22 ans. Et à mon époque, c'était le Spectrum ZX, vous le connaissez sûrement, où c'était des petits bâtonnets, des petits trucs comme ça. Donc évidemment, les jeux vidéo ont bien évolué. Et en fait, j'ai plusieurs questions. La toute première, c'est que j'ai l'impression que le monde vidéo devient de plus en plus réel. Et qu'effectivement, quand je vois mon fils à quoi il joue, c'est plutôt des jeux où on se tire dessus, les têtes éclatent, il y a les zombies, etc., etc. Alors, je suis un peu inquiet. Je me dis, mais finalement, c'est quand même pas le monde idéal qu'on pourrait peut-être envisager comme celui d'Avatar. Et la deuxième question, c'est, j'ai l'impression que, alors ça, j'espère que vous me direz que c'est le contraire, mais que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui intéresse plutôt les garçons, les hommes, plutôt que les femmes ou les jeunes filles. Non, aujourd'hui, les statistiques en Suisse, les dernières que j'ai vues qui étaient établies l'année passée,
qui est une année assez particulière parce qu'avec le confinement, le monde du jeu vidéo a encore plus explosé. Vous savez que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, au chiffre d'affaires mondial, c'est plus que cinéma et musique réunis. Donc vous prenez Hollywood, Bollywood, plus le champ de la musique, vous cumulez les chiffres d'affaires, c'est plus petit que le jeu vidéo mondial. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'industrie du jeu vidéo, en fait, aujourd'hui en Suisse, c'est 47% de joueuses et 53% de joueurs. On n'est pas loin de la parité, bien plus que dans nos champs politiques. Et il y a beaucoup de conceptrices de jeux vidéo. Mais on est tributaire d'une sorte de vieille qui est déjà théorisée dans les années 60, c'est-à-dire cette idée qu'il y a deux cultures. Il y a une culture technologique qui est plutôt masculine, et puis qu'il y a une culture littéraire ou humaniste qui est plutôt féminine. Et en fait, il s'avère que dans les statistiques aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que ça dépend de ce qu'on appelle jeu vidéo, déjà. Puisque si vous jouez sur votre téléphone portable, vous jouez aussi à un jeu vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir une console de jeu chez soi pour ça. Mais ça, c'est à peu près réglé. Il y a une certaine parité. Ça ne veut pas dire que les gens jouent au même jeu, mais il y a une parité. Pour la première question, qui est un peu plus compliquée, bon, la question du réalisme. Première chose, si vous prenez le Japon, qui est un terrain de jeu intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, dans la fiction européenne, ou dans les fictions européennes, depuis le 19e siècle, on a pris un peu le parti du réalisme. Parce que n'oubliez pas que le réalisme que vous voyez dans les jeux vidéo, vous l'avez au cinéma, qui est de plus en plus réaliste. Vous l'avez dans la bande dessinée, avec le côté un peu réaliste de la bande dessinée, etc. Si vous prenez au Japon, par exemple, tout ce qui est manga animé, c'est peut-être pas pour rien que ça marche si bien chez les ados. En fait, la fictionnalité se marque tout le temps. Tout est exagéré. Si vous lisez du manga, mais quand ils pleurent, ils se noient dans leurs larmes. C'est ce que vous voyez dans le film Kill Bill, qui est de Tarantino, où tout est exagéré. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de tout exagérer, c'est de dire ceci est de la fiction. Parce que les gens savent bien que vous ne noyez pas dans vos larmes. Donc je pense que la question du réalisme, c'est déjà une question de civilisation, de culture, déjà. Ce n'est pas seulement le jeu vidéo. On est entouré de réalisme en permanence. Rappelez-vous, il y a 20 ans, on parlait des gens qui disaient « Moi, je ne lis que des histoires vraies. Il faut que ça soit réaliste dans les romans. » Et brûler vif, tout ça. Non, c'est vrai. Après, je crois que la question du réalisme est peut-être une fausse question. La fiction, elle a trait d'abord à l'émotion. D'accord ? Elle est d'abord liée, enfin pas d'abord, mais elle est essentiellement liée à l'émotion. Si un film vous plaît, il a réussi à vous capter. Si un livre, un roman vous plaît, c'est que vous êtes dedans, sinon il vous tombe des mains, comme on dit, ou vous endormez au cinéma. Donc un jeu vidéo, ce qui va être intéressant dans un FPS, là où vous tirez sur des gens ou vous tuez des zombies, c'est bien de tuer des zombies. Je vous rappelle que le zombie, c'est la métaphore du consommateur idéal, qui ne fait que manger. Donc si vous tuez des zombies, c'est plutôt bon signe. À condition que les parents expliquent à leurs enfants qu'il faut éviter d'être un zombie, c'est-à-dire de passer sa vie qu'à consommer, parce que sinon vous devenez une espèce de mort-vivant. Et donc en fait, à mon avis, c'est plutôt l'émotion configurée par ça. Et c'est là où la question se pose. Il y a plein de jeux vidéo, par exemple, la plus grande créativité dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui, c'est justement pas les AAA, c'est comme si vous regardez que des blockbusters avec vos enfants, mais ça va être le jeu vidéo indépendant. Le jeu vidéo indépendant, le indie games, c'est assez compliqué parce que si vous voulez déjà c'est énorme comme champ, il faut savoir que c'est immense et donc souvent on se perd un peu dedans. Sauf que la seule manière de faire pour pouvoir s'intéresser, c'est de se balader sur les plateformes. Parce que oui, typiquement dans les magasins, vous n'avez pas de jeux indés. Ça coûte trop cher à produire et c'est pas assez rentable. Donc vous les trouvez sur les plateformes de téléchargement, sur les stores des consoles ou sur Steam pour les PC. Moi, je donne un cours à l'EPFL sur le jeu vidéo. La plupart des étudiants que j'ai, qui ont une vingtaine d'années, ils disent « Non, mais nous, on joue au AAA pour nous marrer. Si l'on a une sale journée, allez, on se fait un petit Resident Evil. » Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. On joue à des jeux qui sont inconnus des adultes, leurs parents, parce qu'on ne va pas chercher. C'est comme si vous allez fouiner en bibliothèque, vous trouvez plein de trucs, mais si vous n'allez pas fouiner dans les bibliothèques de téléchargement, vous n'allez jamais trouver ça. Prenez des jeux comme... Je sais pas, je vous donne un jeu comme ça, Hop, qui était un jeu qui a eu pas mal de prix il y a quelques années, qui s'appelle Journey, qui est un jeu où il n'y a pas de scénario, vous baladez dans un monde extrêmement onirique, vous ne pouvez pas communiquer avec les gens, ça ne fait pas vendeur comme ça. Et c'est ultra beau, et il y a une immersion qui marche en quelques secondes. C'est-à-dire que si vous placez dans le jeu, paf, vous êtes immergé, et vous baladez. Et s'il y a bien un truc qu'on ne fait plus dans notre vie, c'est de nous balader. Donc d'un coup, on va pouvoir lire le jeu vidéo, et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, parce que je comprends quand même le fond de votre question, c'est qu'on a peu d'endroits, mais ça commence, et puis ça prend du temps, etc., où on dit,
où on analyse le jeu vidéo, si vous voulez, à l'aune de le type d'émotion qu'ils produisent et le type d'action qu'ils proposent. Si vous jouez à Journey puis que vous cherchez absolument à atteindre la montagne, qui est un des buts du jeu, bon, bah, c'est pas marrant. Mais si vous appréciez vous balader, d'un coup, vous dites, mais c'est marrant parce que, en fait, dans ma ville à moi, je me balade plus. Ma ville est devenue un truc qu'il faut que je trace pour aller à la Migros, puis prendre le train. À quel moment je prends du temps pour moi? Et d'un coup, le jeu vidéo devient un espace de liberté dans lequel vous pouvez prendre du temps pour vous et on s'en fiche que ça soit simulé. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un film et que vous pleurez, votre émotion, elle est réelle. Et donc, si votre balade, elle vous provoque une émotion, cette émotion, elle est réelle. Ça ne veut pas dire que vous allez croire que vous êtes baladé sur une montagne, comme dans Journey, mais vous avez éprouvé une émotion réelle de la balade. Et c'est peut-être ça où les parents peuvent aider leurs enfants, c'est-à-dire leur faire découvrir du jeu vidéo. Et pas attendre que l'enfant dise « Ah, j'aimerais bien avoir Super Smash Bros pour Noël ». Non, oui, bah, tu peux avoir Super Smash Bros, c'est quand même vachement cool. Mais il y a 1 milliard de choses qui existent où tu vas pouvoir découvrir. Et moi, je me rappelle quand j'étais enfant, et je pense que ça vous est aussi tous arrivé, on nous faisait découvrir des livres. Ah, ça c'est cool, ou des films. Bah, c'est exactement la même chose avec le jeu vidéo. Exactement. Mais si on ne s'implique pas là-dedans, bah, évidemment, on va voir des types jouer à des espèces de militaires qui se tirent dessus. Mais ça, ils font ça juste pour se marrer. C'est pas là où les expériences se configurent le plus, à mon avis. Merci beaucoup. Le temps avance beaucoup. On a 2 questions encore dans la salle et puis une sur Instagram. Bonjour. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces ondes électromagnétiques et tout le Wi-Fi qui nous entoure, avec toute cette avancée numérique, en sachant que chaque appareil est connecté et émet des ondes pour communiquer? Et je, du coup, place ma deuxième question qui va avec la première. Si on prend ces 20 dernières années, il y a quand même eu pas mal de cas d'infertilité qui augmentent chez les jeunes, etc., qui est en lien avec le numérique. Alors déjà, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, qui sont quand même des questions pas mal débattues. Hein. En fait, l'idée, c'est que pour que vous puissiez avoir un dégât physique lié à une onde, il faut que l'énergie de l'onde, elle se couple avec votre corps, quelque part. Vous voyez, c'est pour ça que le nucléaire, c'est pas bon. C'est que c'est tellement énergétique que ça vient faire sauter les liaisons entre les atomes. Et puis quand vous faites ça, bah, vos cellules elles partent en cancer. D'accord? Puisqu'elles commencent à être déprogrammées. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui démontre que l'énergie de votre Wi-Fi, si vous voulez, des ondes électromagnétiques, elle fait exploser quelque chose, pour faire simple, dans le corps humain. Donc on ne peut pas faire une corrélation directe. Par contre, je pense que ce n'est pas très bon d'être entouré d'un milieu énergétique en permanence. Sauf que ça ne vous pose aucun problème quand vous allez en avion, alors que là, rayonnement solaire, raréfaction de l'oxygène, donc là, vous avez de l'intraveineuse directe. Hein. En avion, c'est 25 radios d'un coup, ça ne vous pose pas de problème. Par contre, effectivement, je pense que le fait d'être dans des mondes qui sont complètement énergétiques, ce n'est pas très bon. Parce que c'est-à-dire que votre corps est stimulé en permanence par de l'énergie électromagnétique. Mais la corrélation directe, c'est parce qu'il y a du Wi-Fi, qu'il y a de l'infertilité, ça, je pense qu'il faut faire un peu attention. Nos modes de vie en Occident, c'est du stress sans fin. Ça, je pense que ce n'est pas très très bon pour nos corps, disons. Hein. Donc beaucoup de stress permanent, des angoisses permanentes. Je ne sais pas quel est le pourcentage de burn-out, dépression, fréquentation chez les psys, mais c'est quand même assez important. Perte du sens, etc. Surconsommation permanente, donc on cherche dans l'objet quelque chose qui nous fait du bien. Et à mon avis, ça peut être aussi, peut-être pas lié à l'infertilité, mais expliquer un certain mal-être européen ou occidental, qui peut être renforcé ou non, alors ça, j'en sais vraiment, moi je ne sais pas du tout ça, par effectivement le milieu physique, ou là en l'occurrence électrophysique dans lequel on vit. Donc je ne peux pas vous dire directement, je ne peux pas me dire des conneries, quoi. Mais il y a d'autres choses qui font qu'on ne va pas bien, si vous voulez, c'est ça que je veux dire. Les dépressions, ce n'est pas le Wi-Fi, quoi. Merci beaucoup. On a encore une dernière question au centre de la salle. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie. Et du coup, j'avais une petite question, oui, et une réflexion à apporter par rapport à ce que vous avez présenté. Je me demandais juste par rapport aux parents, la crainte qu'ils pouvaient apporter par rapport aux jeux vidéo, etc. Comme vous l'avez mentionné avec Avatar, finalement, le personnage réel de la vie réelle va dans l'avatar et reste dans l'avatar. Pareil pour Matrix, un des personnages, il est dans Matrix et finalement refuse de rester dans le monde réel, dans la chair, et revient dans la matrice. Donc est-ce que la crainte des parents, ce ne serait pas un peu ça? Ce ne serait pas d'avoir leur enfant qui reste dans cette matrice ou reste dans cet avatar, veut rester dans cet avatar, veut rester dans sa chambre, et finalement... c'est pas le désir des parents, ça, plutôt que le... On n'arrive pas à le faire sortir de là,
on n'arrive pas, peut-être, ils ont peur, ils ont cette crainte que leur enfant ne se socialise pas comme il faut, cette crainte que les yeux aussi devant l'écran, ça soit pas... voilà. Et quel conseil donc nous donneriez-vous pour que du coup nous on puisse rassurer le parent? Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils, hein, j'en sais rien. Je veux dire, moi, je vous dis à peu près 2-3 choses que j'ai pu observer et qui m'intéressent. Non, alors, plus sérieusement, je ne sais pas, mais je ne sais pas exactement quelle est la crainte des parents. Ça, pour être honnête, si vous avez peur que votre enfant fuit le réel, bon, finalement, moi j'ai l'impression que l'enfant il montre plutôt l'inverse de ça, qu'il est beaucoup dans le réel. C'est nous qui aimerons des fois qu'il parte un peu ailleurs, si vous voulez. Donc je ne sais pas cette peur si elle est pertinente. Elle est aussi beaucoup relayée par les médias. Est-ce que c'est vraiment notre peur ou est-ce que c'est une sorte de discours qu'on retrouve pour donner du sens à quelque chose qu'on ne sait pas maîtriser? Vous voyez, si votre enfant il passe beaucoup de temps sur un jeu vidéo, vous ne savez pas quoi faire avec ce truc, donc vous allez reconvoquer des sortes de discours que vous avez entendus ou lus et dire « Ah, il est en train de fuir le réel ». La première chose, c'est que le jeu vidéo est une activité de sociabilisation. Ça, c'est la première chose. Il faut arrêter de déconner. Le jeu vidéo, c'est quand vous lisez, vous voyez, vous êtes tout seul derrière votre livre. Pourquoi ça, vous voyez ça comme une activité de sociabilisation? Parce que vous discutez avec des personnages imaginaires qui vont permettre après de pouvoir discuter avec des gens autour de vous, mais quand vous jouez aux jeux vidéo, pas. Non, c'est extrêmement sociabilisant, le jeu vidéo. Il y a des forums, il y a des discussions, il y a des expériences partagées, des émotions partagées. C'est juste que souvent, les parents, ils ne connaissent pas ces lieux-là. Allez sur les forums voir, hein, ils ne sont pas en train de partir en vrille, les types. Ils se posent des astuces, ils ont compris comment on peut ruser avec le jeu. C'est assez créatif, pas pour tous les jeux, on est d'accord, mais quand même assez créatif. Donc je pense que c'est plutôt, pour moi, la problématique, elle est plutôt sur la distance qu'il existe entre les parents, et c'est une distance qui diminue parce qu'aujourd'hui, les cadras, en fait, ils ont grandi dans un monde où il y avait déjà des jeux vidéo, et à un moment donné, plus on va avancer dans le temps, plus en fait les gens seront à l'aise avec ça parce qu'ils auront aussi, depuis l'âge de 10-12 ans, joué à des jeux vidéo ou avant, sans problème. Donc à un moment donné, il n'y a pas de conseil à donner, mais si on voit le jeu vidéo comme une activité de sociabilité, alors apprendre à un enfant à parler de son expérience dans un jeu vidéo, c'est ce qu'on ferait pour un roman. Enfin, moi, je ne sais pas, vous avez sûrement déjà vécu ça. On vous dit, ah, t'as bien aimé, oui, c'est comme vous allez au cinéma, t'as bien aimé le film, le type qui dit, ouais, sympa, c'est tout. Bon, vous n'avez pas une activité de sociabilité très grande autour du film. Par contre, c'est plutôt ce qu'on fait quand on est étudiant, on discute, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, à quoi ça nous fait penser, etc., etc. Pourquoi ça, on ne fait pas avec le jeu vidéo? C'est ça la question. Et c'est tout con, hein. Il faut prendre une manette, c'est quand même pas compliqué. Au pire des cas, vous êtes une pive, mais ça s'apprend. Et puis c'est pas grave, parce que je suis pas sûr que les enfants ils aient besoin que leur papa ou leur maman ça soit des demi-dieux, hein. Ils s'en fichent de ça, et eux c'est plutôt le moment partagé. Puis après on peut parler de ce moment partagé. Il y a un des exposants qui vient au Festival Numérique Game, c'est une fondation que vous connaissez évidemment tous, ça s'appelle la Fondation Jeunesse et Famille, et chaque année ils viennent avec un stand où parents et enfants jouent ensemble. Et l'idée, c'est qu'ils débriefent après. Et ce que me disaient les différents animateurs du stand, c'est que le plus compliqué pour les parents, c'est de débriefer avec leurs enfants. Ils ont joué à un jeu, ils sont bien marrés, ou que sais-je. Alors d'abord, c'est les parents qui disent « Ah, mais moi, je ne sais pas jouer ». Après, ils y vont quand même parce qu'il n'y a pas le choix. Ils jouent, ils sont bien marrés, et quand il faut débriefer, qu'est-ce qu'on a vécu? Soudainement, il nous manque les mots. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a vécu? C'était cool de jouer avec ta fille ou ton fils? Comment ça s'est... T'es content de partager cette activité? Et c'est peut-être ça l'activité de sociabilisation. C'est en ça que le jeu vidéo est une activité de sociabilisation. Il nous permet de faire ça. Mais comme toutes les autres formes de fiction, finalement, il n'y a pas de spécificité au jeu vidéo, si ce n'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, peut-être qu'on écarte les gens plus facilement, ou les enfants, en disant « va jouer tout seul ». Moi, c'est plutôt ça que je vois. C'est, vous voyez, prends mon téléphone et va jouer plus loin. Donc ça veut dire que ça devient une j'ai l'impression qu'on on fait du jeu vidéo une activité solitaire, mais je ne pense pas qu'elle l'est à la priori. Rappelez-vous les bornes d'arcade, c'était tout sauf solitaire. Les consoles de jeux aussi. Toute la promo Nintendo, c'est de pouvoir jouer avec les grands-parents. C'est des activités de sociabilisation. Je vois pour quelle raison on ne pourrait pas sociabiliser autour d'un jeu vidéo. Par contre, ça demande un investissement de la part des parents, mais comme on devrait le faire en disant « Ah bah tiens, je vais m'intéresser aux livres que lit mon fils dans son cours, ou aux films qu'ils ont vus en classe, ou je ne sais pas, n'importe quoi. En fait. Ou à la pièce de théâtre qu'ils ont été voir. » Instagram maintenant, c'est ça? Voilà, une question très courte sur Instagram. Alors, on a une question posée par Sophie. Le lien avec Avatar me parle beaucoup, mais avec des plus petits, de 4 ans, vous conseillerez quoi comme film, jeu par exemple?
Comme film-jeu? Ou film ou jeu, par exemple. Mais c'est film ou jeu. Enfin, c'est pas un film-jeu. Ou jeu. Bon, il y a un jeu très bien qui a été créé qui marche bien pour les enfants, je crois 4-5 ans. Il faudrait juste vérifier pour ça, qui est un jeu qui a été créé par 2 développeuses de jeux vidéo suisses à Genève d'ailleurs, qui s'appelle Tourmaline Studio. Et le jeu s'appelle, et c'est là où en général le bas blesse, donc le jeu s'appelle Oniri Island. Voilà, Oniri comme O-N-I-R-I, hein, pour Instagram. Instagram si tu m'entends. Donc Oniri, O-N-I-R-I, Island, qui est un jeu où en fait ce qui est intéressant c'est que pour les petits c'est un jeu qui est sur iPad et vous avez des vraies figurines physiques et vos figurines sont connectées, donc en fait vous déplacez vos figurines sur l'iPad, ce qui fait bouger le jeu, et donc ça fait le lien entre la matérialité de l'objet, qui est quand même un peu plus simple à 4 ans ou 5 ans, et puis un décor qui évolue en fonction de vos actions. Donc ça c'est un jeu très très bien. Film 4 ans, bah je sais pas, mais à 4 ans on regarde des films. Non, ça j'en sais rien. 4 ans pour moi c'est un peu petit. Ce qui est sûr c'est que des jeux vidéo pour des enfants de 4 ans, au-delà des jeux éducatifs, il y en a quelques-uns. C'est peut-être pas le plus gros du marché parce que justement, bah, souvent les parents sont un peu réticents à mettre trop tôt leurs enfants devant des jeux vidéo. Mais ce qui est sûr c'est que ce jeu-là, Oniri Island, c'est extrêmement bien. Puis dans les films, j'avoue, enfin dans les dessins animés, je suppose, je vois pas comme ça. Je connais peut-être pas assez la distribution des films pour enfants, en bas âge. Donc là, je sais pas. Mais je pense que ça peut se trouver assez facilement. Mais des jeux 4 ans, ouais, ça, je conseillerais ça. En plus, c'est de la création suisse, c'est pas cher, c'est chouette. Les créatrices, elles existent. Elles viennent de faire un super bon jeu avec Pro Infirmis sur le jeu vidéo et handicap. Elles sont extrêmement, voilà, c'est très poétique ce qu'elles font. Enfin voilà, ça c'est un bon truc. Hein, soyons un peu patriotes. Merci Instagram. Merci Marc Catala.